Bonjour et bienvenue à Addis Abeba. Nous sommes en marge du sommet de l'Union africaine. Nous avons le plaisir de recevoir sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Christophe. Monsieur le Président, dans le Sahel, la situation sécuritaire empire. Le G5 Sahel est en difficulté, il y a des blocages aux Nations Unies. Ne faut-il pas essayer de trouver autre chose? On a discuté ici à Addis Abeba, peut-être, d'une force d'imposition de la paix africaine. Merci beaucoup d'abord pour cet intérêt pour notre Sahel, pour le Mali, et qui me vaut cette interview. Et votre question a été l'objet de débats que nous avons ici depuis notre arrivée. Cette session de l'Union africaine, 33e, a été dominée par la question de la sécurité, singulièrement au Sahel. Et la Commission paix et sécurité, la CPS, c'est presque entièrement déroulée autour de cette question-là, qui conditionne tout le reste. S'il n'y avait pas de développement sans sécurité, pas de paix, comme l'incline la mission que l'on m'a confiée, la culture, l'art et le patrimoine. Donc aujourd'hui, le Sahel est dans une situation très préoccupante. Nous sommes obligés de faire des constats. Au long de ces derniers mois, nous avons senti comme une sorte d'agressement des forces adverses. Nous avons senti une meilleure maîtrise du terrain. Et nous avons vu quelque part peut-être l'arrivée d'éléments venant de là d'où ils ont été chassés. Le Proche-Orient, la Syrie, l'Irak. Ces éléments-là n'ont pas eu beaucoup de mal à emprunter le grand boulevard qu'offre la Libye pour se retrouver chez nous, au Sahel. Inates, quand on sait qu'Inates a été à 2 reprises l'objet d'attaques, en juillet et récemment en décembre, attaques bien coordonnées, bien organisées. La première a été certainement de repérage, car quand ils sont revenus, les cibles ont été absolument atteintes. Et la communication désorganisée, et ensuite cette attaque complexe qui n'a pas laissé beaucoup de chance à nos frères du Niger. Nous-mêmes, à Mondoro, nous-mêmes, à Tamankor, et récemment encore à Chinégodar. Tout cela ne cesse d'interpeller pour que l'on voit, et l'on revoit notre copie, qu'est-ce qui, dans le dispositif aujourd'hui, en place, ne fonctionne pas très bien, qui fait que nous sommes encore perméables et si fragiles par rapport à ces attaques qui sont lancées régulièrement contre nous, malgré la mobilisation de beaucoup d'efforts internes et également de nos alliés. Et c'est sûrement en cela également aussi que Pau était utile et qu'elle devait se tenir cette réunion de Pau. Alors au moment où ces forces adverses, comme vous dites, s'aguerrissent, alors les Français que vous avez vus à Pau renforcent leurs effectifs, c'est très bien, mais en même temps les Américains veulent partir. Est-ce que le départ éventuel des forces américaines ne risque pas de porter un coup fatal? Monsieur Boisbouvier, vous faites bien d'en parler. J'ai reçu 3 jours avant de m'envoler pour Addis une délégation américano-française avec le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, David Hale, et M. Herrera, de la direction Afrique-Europe du Quai d'Orsay. Nous avons partagé ces préoccupations quand l'envoyé américain m'a dit ce qui était actuellement à l'étude
à leur niveau, j'ai dit mon inquiétude. J'ai dit que j'ai reçu le Congrès américain une semaine auparavant, auquel également j'avais dit ma très vive préoccupation, qu'il ne peut pas comprendre que, ayant fait les efforts que l'on sait au plan mondial, que l'on ait mobilisé une coalition mondiale au fin de lutter contre le terrorisme et que cette lutte n'étant pas terminée, l'on débande les forces en un lieu où cela peut rebondir encore de manière fabuleuse et fâcheuse, que cela ne me semblait pas tout à fait de grande cohérence. Et en tout cas, nous préoccupait. Que nous pensons, nous, qu'au contraire, aujourd'hui, plus qu'hier, il nous semblait qu'il fallait renforcer le système de renseignement. Et ça, il le peut fabuleusement avec tous les drones, avec les systèmes de logistique, l'appui au ravitaillement en vol, notamment pour nos alliés. De cela, nous avons besoin. Cela est utile et indispensable aujourd'hui à l'efficacité de nos actions dans le Sahel. Alors, si l'on nous dit que cela pourrait ne pas être demain, il y aurait de quoi inquiéter. Et je l'ai dit, cela a été noté. Je pense qu'il y aura peut-être un assouplissement. En tous les cas, l'homme a annoncé très prochainement que l'homme indiquerait dans les jours qui viennent le nom d'un envoyé spécial pour le Sahel, ce qui me semble positif et qui peut encore incliner à optimisme gardé. Voilà, nous en sommes. Monsieur le Président, je veux en venir à la situation dans la ville de Kidal, une ville symbolique évidemment. Voilà près de 6 ans que l'État malien n'est plus représenté à Kidal. Alors est-ce qu'aujourd'hui, les conditions militaires et politiques sont réunies pour un retour de l'État malien à Kidal et pour rester à Kidal? Je crois que on a fait beaucoup de progrès dans le retour de confiance entre les parties. Je crois qu'à ce titre-là, le dernier CSA, Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, négocié en Alger et conclu à Bamako, a été utile le 19 janvier. Et là, nous avons vu les parties maliennes, la partie malienne, puisque les parties ont parlé d'une voix, s'entendre sur une nouvelle feuille de route, dont celle qui comprend en point essentiel ce retour de l'armée reconstituée. L'armée reconstituée, ça veut dire l'armée qui va comprendre les forces régulières maliennes habituelles et les éléments qui sont revenus, qui ont été réintégrés suite au départ de certains, d'autres au nouveau recrutement au titre des groupes armés, autrefois armés, et tout cela formant donc une armée nouvelle que nous appelons l'armée malienne reconstituée. Cette armée reconstituée est aujourd'hui, au moment où nous parlons, en mouvement vers Kidal. Et je vois que c'est une très bonne chose. C'est une... Elle y sera quand à Kidal? Elle y sera... Nous pouvons penser que vendredi, elle devrait y être, Inch'Allah. Et voilà, comme on dit bien, on a l'habitude de dire chez nous. Je crois que c'est une marche progressive, prudente, pour toutes les raisons que vous savez. Le Sahel n'est pas aujourd'hui parcouru que par des amis. Le Sahel n'est pas aujourd'hui un théâtre tranquille, paisible, où l'on a ses aises. Et il est donc normal que les états-majors, que les partis en présence, les forces maliennes et les forces alliées jouent de prudence. Donc, vendredi, en principe, cela devrait être une réalité, la présence, le retour des forces armées maliennes constituées à Kidal. Depuis plusieurs mois, Monsieur le Président, il y a des manifestations anti-françaises à Bamako. Elles sont portées par des leaders d'opinion, comme le chanteur Salif Keïta, y compris par des députés de votre propre parti, RPM. Du coup, votre homologue français, Emmanuel Macron, se demande s'il n'y a pas un double langage au plus haut niveau de l'État malien et si les Français ne servent pas de bouc émissaire aux insuffisances de l'État malien. Je pense que Emmanuel Macron me connaît et m'estime assez pour penser que je puisse donner dans la duplicité ou n'avoir pas le courage de dire ce que je pourrais lui dire, avoir à lui dire, et de passer par ce genre de subterfuge. Quant aux députés de la majorité, ne gonflons pas les choses. Un député de la majorité
un ex-député de la majorité, en rupture de banc, peut s'égayer et dire ce qu'il veut. Vous parlez du député Yara, il est singleton. Je ne sache pas que d'autres députés de la majorité aient été vus dans ces affaires-là. Et bien sûr qu'un élément suffit pour que l'on en fasse tout un tas de problèmes. J'ai dit ceci, très clairement. J'ai dit qu'aujourd'hui, dans la situation où se trouve le Mali, que certains puissent s'aviser de donner dans ce cœur-là que les forces dites étrangères partent du Mali, que les éléments étrangers partent du Mali, n'est pas du tout dans l'intérêt du Mali, est anti-malien. Et par contre, c'est les intérêts de ceux-là qui, dès l'abord, l'avaient demandé. Parce que sans Serval, que serions-nous aujourd'hui? Bien sûr que ceux-là qui ont été dérangés dans leur projet d'hégémonie et d'asservissement du Mali ne soient pas à l'aise et souhaitent cela. Je ne pense pas qu'aucun Malien digne de ce nom, conscient de la situation actuelle de notre pays, de la fragilité de nos forces qui sont encore en agressement, puisse le demander de manière raisonnable et honnête et sincère. Sinon que, mû par d'autres raisons et au service d'autres intérêts, ce ne sont pas les intérêts du Mali. Je n'ai aucun problème par rapport à ça, aucun complexe. Monsieur le Président, vous ne cessez de dire que le terrorisme qui frappe le Sahel est un danger pour le monde, est un danger pour l'Europe. Cependant, jusqu'à nouvel ordre, aucune attaque qui a frappé ailleurs n'a été planifiée par des djihadistes à partir du Sahel. Donc est-ce que vous n'exagérez pas peut-être cette menace pour le monde, pour l'Europe, afin d'attirer plus de soutien international? Non. Il n'y a pas besoin de faire de la réclame. Je le disais encore que ce serait un danger gravissime de penser que la Corée serait moins concernée que le Zambèze. Et en l'occurrence, que la Seine est moins concernée que le Niger. Non, je le pense sincèrement. Je crois que aujourd'hui, de penser que le temps du monstre soit arrivé et que dès lors, toute forme d'humanité devrait se mettre de côté, se ranger, je ne suis pas de cette entente-là, je ne le crois pas. Et je crois que notre ami Michel Lebris est un peu pessimiste de l'avoir dit. Non, le temps du monstre n'est pas encore arrivé. Et il nous appartient à nous de faire en sorte que ce temps n'arrive jamais. Et ce que je dis, nous ne sommes pas en devoir de nous seulement. Nous ne sommes pas en souci seulement du Sahel et de nos différents pays individuellement. Et chacun en ce qui le concerne. Ces valeurs-là que nous voyons aujourd'hui en test, aussi bien au Sahel qu'au Nigeria ou ailleurs, on l'avait vu avec Boko Haram, la guerre contre les écoles dites occidentales, contre la dite civilisation occidentale, mais en réalité c'était des valeurs universelles qui étaient envisagées. Et c'était un combat hégémonique, et avec une volonté, une prétention inouïe de gérer le monde avec de nouvelles règles qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués. Et dans un espace comme celui du Mali, où nous n'avons pas de complexe de néophyte par rapport à la religion musulmane, c'est quand même absolument aberrant et ubuesque de penser venir à Tombouctou pour apprendre l'islam aux Tombouctiens. Tombouctou a été un foyer émetteur d'islam et de valeurs islamiques. Des jurisconsultes de grande renommée dans le monde musulman ont été formés à Tombouctou, ont professé à l'extérieur par la suite. Donc, je dis que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui a déjà été tenté au Proche-Orient et qui n'a pas cessé d'être tenté ailleurs, et qu'on a vu à l'œuvre jusqu'aux États-Unis, ne menace pas que le Sahel. C'est une réalité. Et là, chers amis, je ne parle pas seulement, il ne s'agit pas là d'une thèse fantaisiste d'un président en mal de soutien. Non. Ce que je dis est réel. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui rester à attendre que cela arrive. Quand cela arrivera, nous ne serons plus là pour en faire le constat. Le mois dernier, votre prédécesseur, Diankhounda Traoré, a dit publiquement que vous étiez d'accord pour qu'il rencontre deux chefs djihadistes, Amadou Koufa et Iyad Agrali. Est-ce qu'on peut appeler à la mobilisation contre le terrorisme tout en se disant prêt à parler avec les terroristes? Ce n'est pas du tout antinomique. Je crois que quelle que soit l'âpreté
d'un combat, et je sais que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citer les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Djongouda n'ira pas lui-même rencontrer telle ou telle personnalité, mais Djongouda est en mission de moi. Il est mon représentant, donc il a le devoir également d'écouter tout le monde et de voir si tel ou tel dans l'entourage de tel de cela peut être sensible à un discours de raison et également comprendre aujourd'hui qu'avec la mobilisation qui est faite au plan africain et au plan mondial, les chances de prospérer dans cette voie-là deviennent assez difficiles. Et on peut parler avec Abou Walid al-Sahraoui aussi? Et dès lors qu'il faut que vraiment on voit aujourd'hui, avec raison, si possible, et avancer. Ne rien exclure. Je note une chose, cher M. Boabué, cher ami, qu'en Algérie, quand il y avait cette terreur qui était sensible, visible, quotidienne, personne ne pensait qu'il était possible que des voies puissent s'ouvrir, qu'une concorde nationale puisse être atteinte et qui conduise à l'apaisement que l'on voit aujourd'hui dans l'espace algérien. Et c'est donc pas une vue de l'esprit, quelque chose de l'ordre de l'impossible. Pourquoi pas éventuellement? Mais je ne suis pas naïf, se disant. Je ne suis pas naïf du tout. Ceux qui ordonnent que l'on vienne dans une mosquée se faire exploser au milieu des fidèles n'ont pas beaucoup mon estime. Et chacun le sait. Et moi, j'ai travaillé avec Yad Akoulouba, nous avons fait me conseiller, mon conseiller diplomatique, lui conseiller aux d'autres affaires, le président Connery à l'époque. J'avais gardé le souvenir d'un homme courtois avenant. Je ne sache pas qu'il soit demeuré celui-là, d'après tout ce qui m'est bien aujourd'hui. En tous les cas, beaucoup d'actes ont été commis. Et je voudrais dire aussi ceci. Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec Koufa et Yad, n'a pas surgi comme ça, au réveil d'un somme de Ibeka. Nous avons, au Mali, tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. On nous l'a dit impossible. On nous l'a dit plein de risques. On nous l'a dit, ça va être l'alali, ça va être également le démantèlement de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'occasion pour que ceux-là qui ne l'ont jamais admis s'en donnent à cœur joie et l'on verra ceci, on en verra cela. Ce dialogue national inclusif, nous l'avons initié depuis la base, depuis les communes, jusqu'au cercle, aux régions et l'apothéose finale qui a donné les résolutions que l'on sait, à l'application desquelles nous sommes attelés aujourd'hui. Et parmi les recommandations, il y a cet aspect-là. Pourquoi pas essayer le contact avec ceux-là dont nous savons qu'ils tirent les ficelles de la situation au Mali. Et les premiers retours? Ce n'est pas une lubie. Les premiers retours de cette approche? Ce n'est pas une lubie du cas. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, nous sommes en attente de quelques frémissements. Mais au sortir du dialogue national, on ne triche pas. On a dit on va essayer ce que le peuple a réuni dans une sorte de logique Jirga comme en Afghanistan, a souhaité que nous fissions. Et nous sommes en train d'essayer de le faire, mais sans aucune grande naïveté. Nous ne sommes pas des grands candides qui pensent que tout de suite cette porte va s'ouvrir. On va aller s'asseoir sur la peau de prière de Koufa en face de lui pour lui dire bon, écoute, cher ami, reviens à de meilleurs sentiments maintenant et dépose les armes. Nous continuons notre devoir, notre travail. Mais nous rassurons également que nous ne sommes pas des gens butés, des gens bloqués, des gens obtus. C'est tout. Voilà. Je crois que l'on se comprend. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus et merci à vous d'avoir suivi
cette émission sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.